Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour la FAQ de septembre. Comme promis, on vous retrouve chaque mois avec les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram ou directement par mail. Et on en a sélectionné 7 pour y répondre aujourd'hui. Alors, j'ai retrouvé ma chaise de camping, le soleil breton et une orangeade, clin d'œil à Maël, un éleveur que j'accompagne. Et puis c'est parti pour la première question. Elle est posée par Rems FVZ et il nous demande: est-il bénéfique de tondre les vaches au début de l'hiver? Eh bien, ma réponse est oui, définitivement oui. En effet, tondre les vaches a un intérêt notamment dans la limitation de l'apparition des parasites tels que les poux, mais aussi la gale. Et ça a aussi un intérêt sur le fait que les larves et les œufs des insectes ne vont donc pas s'agripper facilement au poil. Ça permet aussi la tonte de diminuer la transpiration, puisqu'en fait, le poil ne va donc plus être humide, ce qui va limiter l'apparition des maladies respiratoires. Souvent, pour la tonte, il est recommandé sur les vaches de tondre les animaux une fois par an à l'entrée de l'hiver, de l'attache de la queue jusqu'aux épaules sur environ une largeur de hanche. Pour les veaux, c'est plus simple. Ça peut se limiter simplement à tondre la ligne de dos sur une largeur à peu près de 20 cm. On a testé pour vous des tondeuses de différentes marques et on recommande définitivement les tondeuses de la marque Einiger. En plus, il existe un site internet sur lequel vous pouvez commander directement avec un SAV qui est français et réactif. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On passe maintenant à la question 2. Lamat50 nous écrit: plan d'allaitement des veaux, âge au sevrage, point d'interrogation. Alors, il existe autant de plans d'allaitement qu'il existe de fermes laitières. En effet, cela va dépendre du nombre de buvées par jour ou même par semaine, puisqu'en fait, il y a des agriculteurs qui vont faire le choix de ne pas distribuer de buvées le dimanche. Ça va aussi dépendre si vous êtes en lait en poudre ou en lait entier, les âges d'objectifs au sevrage, etc. Si on prend un plan lacté assez classique, notamment sur un lait qui va être distribué entier en 2 repas par jour, avec un taux butyreux à 43 g par kilo et un taux protéique à 32, on va recommander 3,5 litres par repas la première semaine, 3 litres par repas de la 2e à la 6e semaine et une diminution progressive de 3 litres à 2 litres par repas jusqu'à l'âge au sevrage à 9 semaines. Attention, dans mon exemple, le plan d'allaitement ne prend pas en compte la prise colostrale qui reste une étape fondamentale et qu'on aborde dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Il existe aussi plein d'autres techniques autour des plans lactés et des plans d'allaitement des veaux, notamment la once a day, le kéfir de lait, etc. Donc il existe plein de techniques. L'importance, c'est de trouver le plan lacté qui correspond à votre organisation, votre temps de travail, la main-d'œuvre disponible et aussi les réglementations, par exemple en bio ou en conventionnel, qui ne sont pas les mêmes. Il existe cependant quelques astuces et recommandations qui ont fait unanimement leur preuve en ferme. C'est notamment une température de buvée à 40 degrés qui est facile de contrôler avec un thermomètre de cuisine. L'utilisation d'ardoises effaçables qui peuvent être mises au-dessus des niches à veaux avec notamment dessus à écrire le numéro du veau, son âge, son poids éventuellement, mais surtout la quantité de lait entier ou en poudre qui est à distribuer. Et ces ardoises ont un intérêt, notamment si vous êtes plusieurs personnes à s'occuper des veaux dans la semaine. Comme ça, vous êtes sûr de ce qu'a fait vos collègues la veille de votre distribution. Et dernière recommandation, c'est de faire des suivis de croissance sur les génisses avec un ruban Matrix qui permet d'avoir des notions factuelles sur la poussée des croissances de vos petites génisses. On passe à la question 3. Donc c'est Émilie qui nous pose la question, le pâturage tournant. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une notion. Alors on va répondre assez large. Il existe plein de techniques de pâturage. Le pâturage tournant classique, le pâturage tournant dynamique, aussi appelé PTD, il y a aussi la technique de pâturage au fil, le topping, etc. Il en existe plein. Pour ce qui est du pâturage tournant simplifié, l'intérêt, c'est de diviser son parcellaire dans des parcelles de pâturage qui vont être utiles aux animaux sur des durées plus ou moins longues, généralement qui vont osciller entre 3 à 5 jours. L'idée, c'est d'offrir à son cheptel une biomasse d'herbe disponible et c'est vraiment le temps
de durée sur cette parcelle qui va être adapté en fonction de la biomasse d'herbe qui va être disponible. Donc on peut se retrouver à des périodes de printemps et des périodes d'été avec des temps de pâturage sur chaque parcelle qui va complètement varier. L'intérêt et un avantage notamment de la technique du pâturage tournant est plutôt de pouvoir débrayer facilement. C'est-à-dire que si on ne peut pas tourner suffisamment rapidement sur l'ensemble de son parcellaire, on va exclure certaines parcelles de pâturage du circuit de pâturage pour pouvoir les récolter en foin, en enrubanage ou en ensilage d'herbe notamment. Attention, il y a quand même des inconvénients à cette technique du pâturage tournant, c'est une grande variabilité des valeurs alimentaires puisqu'en fait elles peuvent varier le temps que vous faites pâturer les animaux parce que sur 3 jours, vous pouvez vous retrouver avec une première journée avec de l'herbe très appétante, les vaches elles vont pouvoir trier et le dernier jour vous n'avez pas la même qualité d'herbe que ce fameux premier jour dans la parcelle. Il y a d'autres inconvénients, notamment les clôtures, les aménagements des points d'eau qui sont vraiment à anticiper. Alors ce n'est pas une fin en soi, mais ça peut être intéressant de vraiment dessiner son parcellaire avant de s'engager définitivement dans un parcours de pâturage. On garde un point d'honneur chez Conseil en agriculture, c'est de véritablement mesurer ces biomasses d'herbe disponibles dans les parcelles. Et pour ça, il y a un outil indispensable, c'est les herbomètres, et notamment les herbomètres électroniques, puisque c'est un vrai gain de temps et d'efficacité qui vous permettent du coup de savoir exactement quelle quantité d'herbe vous distribuez à vos animaux. On vous recommande les herbomètres de la marque Jenquip et notamment le modèle EC09. Vous pouvez les retrouver sur jenquipfrance.fr. On va passer à la 4e question. Jérém Dar nous demande plutôt herbe paillée ou logette? Globalement, c'est un peu si je vous demandais est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien, personne n'a raison et finalement personne n'a tort non plus. La bonne solution qui correspond à chaque élevage va dépendre de la capacité financière, de la main-d'œuvre disponible et des modalités d'épandage et de stockage des effluents. En effet, en herbe paillée, on est plutôt sur des investissements qui sont un petit peu moins onéreux que les logettes et les herbes paillées ont tendance à être plus chronophages en main-d'œuvre. Et puis, on est sur des facilités en termes d'épandage puisqu'en fait, on est sur du stockage de fumier et donc du coup de l'épandage de fumier qui est quand même plus simplifié en termes de lois et de possibilités aussi avec des machines que sur du lisier. À l'inverse, en logette, on est plutôt sur des investissements plus élevés, des temps qui sont destinés à l'occupation du bâtiment en logette plus réduits puisqu'en fait, on va souvent équiper plus automatiquement les bâtiments qui sont dits en logette. Donc, on a besoin de moins de main-d'œuvre. Attention tout de même à toujours extrêmement bien régler vos logettes à un gabarit de vache qui est assez uniforme dans votre troupeau. Moi, j'ai tendance à déconseiller les logettes pour des troupeaux qui vont être multiraces, avec notamment des races qui ont des gabarits bien différents, et aussi à des troupeaux qui vont laisser à disponibilité d'un même bâtiment à des primipares et à des multipares, puisqu'en fait on est sur des gabarits très différents et donc on va avoir tendance à avoir des vaches qui vont se coucher à l'envers, mal se coucher dans le couloir. Donc en résumé, je ne suis pas forcément plutôt en faveur d'herbe paillée ou logette, c'est vraiment fonction de vos capacités financières, de votre temps de travail et de vos affections aussi à tel ou tel bâtiment. Les deux fonctionnent bien, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Le mieux c'est de faire appel à un conseiller bâtiment et de faire chiffrer avant de s'engager. La 5e question a été posée par Lafrite. Lafrite demande la maladie de la langue bleue sur les vaches en ce moment. Donc la fameuse maladie de la langue bleue entre guillemets, il s'agit de la FCO, la fièvre catarrhale ovine. C'est une maladie virale qui touche les ruminants, donc bovins, caprins et ovins principalement. Donc elle n'affecte pas l'homme du tout et elle n'a pas d'influence sur les denrées alimentaires des animaux qui sont atteints, donc ni sur le lait ni sur la viande. Donc ça n'exclut pas la consommation et donc la possibilité de vendre ces produits. Cette maladie est transmise par des insectes piqueurs, donc ça veut dire que n'importe quel animal peut être sujet à cette maladie. Les symptômes sont principalement fièvre, troubles respiratoires, donc des nez qui coulent, des nez qui sont congestionnés, salivation excessive et donc la fameuse langue bleue. On a aussi des animaux et des troupeaux qui vont être complètement asymptomatiques. Ça veut dire qu'on n'a pas de signe visible sur l'animal qui est atteint véritablement de la FCO.
Il y a une campagne de vaccination volontaire qui a été mise en place par l'État récemment sur de nombreuses régions françaises, quasiment toutes, qui permet de vacciner les troupeaux en prévention. En effet, aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui guérit la FCO et donc le seul moyen de prévention, ça reste aujourd'hui la vaccination et aussi le traitement contre les insectes qui vont venir éloigner la probabilité d'avoir la maladie sur son troupeau. Je vous mets aussi en vigilance avec la MHE, qui est aussi une autre maladie dont les symptômes sont très similaires à ceux de la FCO de type 3 ou 8. Dans tous les cas, si vous voyez des symptômes sur votre troupeau ou un affaiblissement immunitaire, je vous conseille très fortement de vous orienter vers votre vétérinaire ou bien votre GDS afin d'avoir plus de renseignements et faire des analyses plus poussées si nécessaire. On passe maintenant à la question 6. Valérie nous demande: qu'en est-il de l'état de décongélation du colostrum, car c'est toujours la galère de le faire rapidement décongeler sans le surchauffer. Valérie nous a posé cette question sur notre vidéo YouTube « Comment distribuer le colostrum en 6 étapes ». On recommande une décongélation du colostrum maximum à une température de 40 degrés, car au-delà, en fait, les protéines du lait risquent d'être détériorées. On recommande l'utilisation de poches à colostrum plutôt que de bouteilles en plastique, car la décongélation est beaucoup plus rapide avec des poches. En effet, il faut 50 minutes pour décongeler du colostrum qui est gardé dans une bouteille en plastique, contre seulement 11 minutes pour du colostrum qui est gardé dans des poches. Donc il n'y a pas forcément d'astuce, si ce n'est de bien garder en tête de ne jamais dépasser une décongélation à plus de 40 degrés. Donc ça veut dire qu'on oublie l'utilisation de micro-ondes et on favorise l'utilisation de poches plutôt que de bouteilles en plastique pour décongeler le colostrum. On passe maintenant à la question 7. Johanna nous demande: j'ai en tête un projet d'installation sur une petite ferme en vaches laitières. Je ne sais pas par où commencer. Oui. Donc incontestablement, je conseille de réaliser son business plan. Il n'est jamais trop tôt pour réaliser un business plan, même si on est au tout début de son projet agricole, que ce soit en maraîchage, en arboriculture, en vaches laitières, etc. L'idée, c'est que vous puissiez enfin noter noir sur blanc vos objectifs personnels, professionnels et les premières grandes lignes qui dessinent vos ambitions de troupeau et du coup économique. Sur le site Conseil en agriculture, vous pouvez télécharger gratuitement une trame de business plan sur laquelle vous remplirez en plusieurs étapes les produits, donc en fait le chiffre d'affaires, les charges opérationnelles, donc les charges que vous allez dépenser sur chaque atelier, ce qui va vous permettre d'avoir automatiquement le calcul de vos marges brutes par atelier, mais aussi un onglet sur les charges de structure, donc plutôt les charges qui vont être au sujet des bâtiments, du matériel, etc. Puis enfin, le calcul de l'EBE prévisionnel et donc de la rentabilité potentielle de votre projet. C'est un premier pas dans l'élaboration de votre projet agricole avant d'aller prendre rendez-vous avec des banques, des centres comptables ou une chambre d'agriculture. Donc n'oubliez pas, sur conseillenagriculture.fr, à la rubrique outils gratuits, vous pouvez télécharger une trame de business plan pour n'importe quelle production qui a un projet agricole. On passe maintenant à la question bonus. Agathe, sur Instagram, nous a demandé en privé comment rencontrer du monde pour se mettre en couple quand on est du monde agricole. Alors, pour ça, on n'a pas forcément de recommandations, mais on compte sur vous pour écrire vos recommandations en commentaire que l'on transmettra avec plaisir à Agathe sur Instagram. Ça y est, les 7 questions du mois de septembre sont faites. Je vous laisse à la préparation de vos ensilages de maïs si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour le mois prochain pour 7 autres questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo YouTube, sur Instagram, sur TikTok ou par mail directement à bonjour@conseillenagriculture.fr. Et puis on se retrouve probablement le mois prochain avec un ciré et peut-être même un parapluie s'il pleut dans notre chaise de camping pour répondre à vos questions du mois d'octobre. À bientôt!